Cet épisode a une distance de 12 km à un pace de 6 minutes 10. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarque-tu avec nous pour une petite course? Hey, salut Coach Isa! Salut Coach Bill! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Bien sûr! Est-ce que tu as couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. J'avais fait justement un petit vidéo sur comment se préparer dans nos dernières longues avec notre stock, savoir avec quoi on va courir. Puis j'ai finalement fait ma dernière longue avant le demi-marathon d'Ottawa. Fait que c'était avec mon ami Coco, avec qui justement je vais faire le demi à Ottawa. C'est super trippant, là. Tu sais, comme tu dis, t'aimes ça faire un one-way run. Son chum est venu nous porter comme à 16 km, puis on est revenu en courant jusque chez eux. Puis c'est vraiment cool parce que ça passe vite. J'ai regardé ma montre, puis j'ai vu 56 minutes. Puis quelques secondes après, j'ai vu le petit 1 à côté de 56 minutes. Fait que ça faisait 1h56. Mais ça m'a pas troublé plus que ça de dire « OK, ça fait juste 56 minutes. » Pour vrai, ça aurait pu faire ça, puis j'avais pas vu le temps passer. Fait que c'est trippant dans ce temps-là. Ouais, c'est vrai, sur Garmin, quand tu tombes dans l'heure, le petit 1, il est vraiment comme tout petit, pogné dans le coin, là. Ouais. Fait que je comprends ce que tu as vécu. Puis toi, t'as-tu couru cette semaine? Ouais, moi, j'avais un 36 à faire au programme, là. Tu sais, j'étais en entraînement marathon pour Ottawa. On était quelques semaines. Puis, j'ai juste pas trouvé la motivation de le faire. Tu sais, je me battais encore un peu avec ma petite douleur au pied. C'était passé, mais ma confiance n'était pas totalement rétablie. Fait que j'ai poké mon chum Kev. Je disais, hey, tu sors-tu courir? Il dit, ouais, j'ai 1h45 à faire. J'ai dit, ça me tente, je vais avec toi. Puis, je m'étais dit, si je continue après, je continue. Si je continue pas, je continue pas. J'étais allé vraiment juste pour m'amuser. Alors que, mettons, la longue sortie de 36, elle me faisait peur, elle me tentait pas, elle me pesait lourd. Puis, je n'avais pas l'impression qu'elle me procurerait tant de bonheur que ça. Puis, au terme de cette sortie-là, ben, j'ai pris la décision de faire le demi-marathon d'Ottawa et non pas le marathon. Je pense que c'est la première fois que je change une distance. Puis comment tu le files? Ben, sur le coup, tu m'as posé la question quand je t'ai arrivé de courir, puis je t'ai dit, ouais, je suis 85% serein. Ça a cheminé, je le suis un peu plus. J'ai encore des petites déceptions, mais avec lesquelles je vis bien avec. Puis, pour vrai, je sens pas que j'ai besoin de faire le marathon. Je l'ai déjà fait. J'ai-tu envie d'en faire? Ouais, pour vrai, ouais. Puis, l'entraînement, ça peut être cool. Mais là, j'étais vraiment dans un mode où j'ai l'impression que les prochaines semaines auraient été juste lourdes. Je me serais tapé sur la tête parce que j'aurais probablement pas fait tout ce que j'ai voulu comme volume jusque-là. Je serais arrivé super stressé le matin, j'aurais pas eu de plaisir. Sincèrement, je pense que j'aurais été capable de le faire, là. Mais dans quelles conditions, avant, pendant... Au final, tu n'auras peut-être pas profité de tant que ça, parce que c'est avec tellement d'anxiété de j'ai-tu couru assez, je vais te savoir mal, d'être super vigilant pendant ta course. Ouais. Alors ça va avoir pas mal plus de fun à faire le demi. Ben, je pense que oui. Puis pour vrai, c'est comme ça que je l'aborde, puis je vais prendre part à la fête, je vais être là, je vais vivre la vibe, puis ça va être... pour vrai, ça va être malade. Je suis content. Je suis content même de faire le demi. Là, je l'attaque, je vais aller là pour le party. Fois que le choc est passé, j'imagine que tu te dis, bon, ben là, regarde, je fais un demi à Ottawa, puis c'est ça, tu vas avoir du fun. Puis en plus, on va être sur le même départ, ça va être vraiment cool. On est une couple, là, ça va être trippant. Ouais. Mais on en a parlé aussi, par exemple, dans un autre épisode, quand vient le temps de choisir une course, comment on fait, à quel moment on choisit nos courses. Tu sais, Ottawa, ça se remplit vite, quoique il y avait encore des disponibilités dernièrement. Mais tu sais, tu as booké ton marathon quasiment 1 an avant l'événement. Si ton beat de vie change pas, puis tu as les mêmes routines, les mêmes possibilités d'aller courir, tu sais, tu l'as déjà fait, tu sais dans quoi tu te rembarques, tu sais à quel moment précis il faut que tu commences à faire tes longues. Mais si tu as le malheur d'avoir quelque chose qui change dans ta vie, peu importe, une nouvelle job, une grande nouvelle, la maladie, que ça soit dans ton cas à toi ou dans le cas de quelqu'un d'autre, qui fait que ça change les routines,
c'est difficile de maintenir le niveau, puis sachant qu'est-ce que ça exige de faire un marathon. Fait que je pense qu'à un moment donné, c'est bien de se poser la question à quel point ça pèse dans la balance d'aller réussir cette distance-là. Fait que je pense qu'en tout cas, en résumé, c'était pour dire que je pense aussi que tu as pris une très bonne décision. Oui, je suis content. Puis comme tu dis, il y a plusieurs changements dans la dernière année. Je l'ai booké littéralement le lendemain ou sur le lendemain là, du marathon de l'année passée. Fait que effectivement, il s'est passé plein de choses depuis. Puis j'étais ailleurs. Fait que ouais, on va aller profiter du demi. Ça va être très cool. Ben, félicitations. Merci. Puis ça, tu sais, j'ai fait beaucoup de millage quand même. 19 km, c'est genre 19 000 foulées de plus sur mes souliers. Mais ils étaient déjà pas pire maganés, mes souliers. Ils sont dus. Tu sais, Strava m'a averti après ma course. Ces souliers-là sont dus pour être changés. Je mets toujours un millage cible, un kilométrage cible, pardon, dans Strava, puis je tag mes souliers. Puis là, il me disait, ouais, tes souliers sont dus. Fait que là, va falloir que je m'équipe. Puis ça tombe vraiment bien parce qu'aujourd'hui, l'épisode est présenté par Altitude Sport. Puis, ben, ça va me permettre de commander mes prochains souliers. C'est très hot. En plus, c'est que, dans le fond, en fait, c'est un magasin en ligne. Puis, la livraison est super rapide. Tu obtiens tes choses, c'est pas super long. Fait que d'après moi, tu vas avoir ça avant même qu'on soit revenu de notre prochain road trip. Ouais, c'est ça. C'est la livraison, c'est le lendemain. Puis même pour ceux qui restent à Montréal, c'est le jour même de la livraison. OK, quand même. Je pensais même pas que ça se pouvait aussi rapide que ça. Puis là, y a-tu moyen, tu sais, vu que tu peux pas essayer en magasin, y a-tu moyen de changer si c'est pas la bonne grandeur ou si t'es pas bien dedans? Ouais, les retours, c'est facile. Avec un code QR, t'as même pas besoin d'imprimante, puis tu peux retourner. Là. OK. Puis, tu sais, moi qui est maniaque de stats, je vais pouvoir magasiner puis tout checker parce que j'ai regardé sur leur site, puis pour chacun des souliers, ils ont quand même beaucoup de spécifications. Puis que ce soit les Hoka, New Balance, Saucony, On, Salomon et Zik, ils ont un paquet de marques là, disponibles. Puis pour ceux que ça intéresse, ben on a un code promo de 20% de rabais. Donc le code c'est entre deux courses, ENT2 COURSES. Toi aussi t'épelles. J'épelle, je pense que tu m'as donné ta maladie. Fait que c'est le moment idéal pour vous gâter avec une nouvelle paire de souliers pour votre saison. Fait que faites-vous plaisir. Altitude Sport. Le lien et le code promo vont être dans la description de l'épisode. Avant de partir de notre sujet du jour, j'ai 2-3 petits trucs que j'ai vus que je voulais vous partager. Le premier étant un gars qui a fait le record de marathon avec le plus de sous-vêtements. Fait qu'il y avait 20 paires de bobettes pour faire son marathon. Ça a été homologué au record Guinness. Calisse, à quoi ça sert? Je sais pas. Mais pour vrai, depuis que je suis tout petit, j'ai ça, les records Guinness. Puis, ben, pas récemment, mais là, c'est ma fille qui a commencé à lire ça puis à les regarder. Puis, il y a toujours deux choses qui me viennent à l'esprit. C'est soit que tu fais quelque chose de vraiment extraordinaire, tu sais, tu bats un record de course, mettons, un temps ou quelque chose, ou soit que tu fais quelque chose de tellement saugrenu qu'il y a juste personne qui l'a a fait. pensé, oui, c'est ça. T'as juste eu l'idée. Ouais. Ça donne-tu quelque chose? L'honneur, je crée bien. Ah, OK. T'as ton nom dans le livre, t'as ton certificat, là, puis on voit toujours les photos avec une personne avec la veste du record Guinness, c'est très protocolaire, là, puis te donne ton certificat. Là, Okay. À ce moment-là, vous verrez la photo, mais là, le gars reçoit son certificat, puis il y a comme 20 paires de bobettes aux chevilles, là. C'est pas très glorieux, je trouve. OK. Mais bon. Next. Ouais. Je vous ai mis aussi, on a déjà parlé à l'épisode qu'on a fait avec Coach Frank, on avait parlé un peu des montres, puis on se questionnait, là, je parlais d'une Forerunner qui est dans les premières, qui était très grosse, puis je suis retombé sur la Forerunner 101, qui est sortie comme il y a 22 ans, qui est très grosse. Pour vrai, une fois et demie un Padgett, là. Padgett, qui trahit mon âge pour ceux qui savent de quoi on parle. Puis ça allait vraiment au poignet, fait que c'est une bonne brique, là, qui était au poignet. Ça l'a, non seulement les fonctionnalités ont évolué d'une façon phénoménale, mais en plus, la taille a vraiment, vraiment rapetissé. Là, maintenant, on a des montres qui ressemblent à des montres. J'ai vu aussi une fille qui a fait le marathon, au marathon de Boston, elle a fait le 5 km. Et puis, là, ce qu'il disait dans le titre, c'était un peu catchy, là, mais qui était comme 3 minutes plus lent qu'il y a 3 ans quand elle l'a fait. Par contre, cette fois-ci, elle était enceinte de 8 mois. Puis elle a fait ça en 19 minutes 36. Fait que là, bon, évidemment, dans les commentaires, on voyait toutes sortes. Là, il y a des gens qui disaient « Wow, bravo, tu sais, de rester aussi active pendant ta grossesse, ça peut être juste bénéfique. » Puis là, t'as du monde qui disait « Ouais, c'est un peu débile, il me semble que c'est dangereux pour ton bébé. » Mais ouais. Bon, là, je suis pas médecin, mais je sais qu'il y a moyen de faire de l'exercice puis du sport de façon sécuritaire quand on est enceinte. C'est pas nécessairement toujours dommageable pour le bébé. Là, je jugerai pas son cas à elle, mais c'était quand même une prouesse quand même particulière.
Ah oui, puis au-delà de est-ce que c'est bon courir quand on est enceinte, c'est difficile. Courir quand on est enceinte, c'est difficile d'exister des fois quand tu es enceinte, au niveau de ta circulation sanguine, au niveau de ta respiration, le niveau d'énergie, les articulations, bref, en tout cas, tout à son honneur. Elle doit courir vite en tête une fois qu'elle a accouché. Écoute, ça va être l'enfer. Moi, tu vois, tu dis ça, puis tout le poids déporté que tu as devant toi, ça doit être vraiment particulier. Une fois, je suis parti avec... j'ai fait 2-3 fois partir travailler avec mon sac à dos à la course, puis j'avais juste mon laptop dans le dos, mon linge pour la journée, puis une petite paire de souliers légères, puis pour vrai, hey, mon patron de course était tout défait, là. Je me sentais démantibulé juste parce que j'avais un petit poids dans le dos. Fait que j'ose pas imaginer là, avoir plusieurs livres comme ça déportés en avant. Ça doit être vraiment quelque chose. Moi, je voulais faire un petit rappel pour la course de dimanche, pour la fête des mères. Une fille qui court, donc plusieurs femmes qui vont se réunir pour démocratiser l'activité physique dans le plaisir. On a fait un épisode complet avec Catherine Moras, l'organisatrice. Donc, puis pour ceux qui participent cette année, ben je vous invite à aller lire le guide du participant. Il y a plein d'informations importantes. Puis j'en profite pour saluer Marie-Ève aussi, une auditrice qui nous a fait un commentaire sur l'épisode Run Trip numéro 1 qui disait « Hey, ça a l'air vraiment cool courir en voyage, puis avec la vanne, c'est un petit bonus de plus. » Puis elle m'a fait une petite boutade, un petit clin d'œil. Elle disait « Mais comment on appelle ça donc Québec en anglais? » Non, je vous fais pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui nous a été demandé à plusieurs reprises. C'est le sujet de la respiration. Les gens veulent savoir de quelle façon on respire, posent des questions. Est-ce que c'est normal de se sentir essoufflé alors que ça fait plusieurs semaines, mois, voire années que je cours? Pourquoi on est essoufflé? Comment on peut améliorer notre respiration? Donc, c'est tous des sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec un beau résumé de c'est quoi la fonction respiratoire. T'sais, on va en parler pendant tout l'épisode, mais probablement qu'on ne réussira pas à aborder tous les sujets de façon individuelle parce que ce que je trouve, c'est que la respiration, c'est quelque chose de très intime à chaque personne. C'est un contact qu'on a dans le quotidien qu'on peut ne pas trop se rendre compte. Quand on n'est pas à l'effort, on se rend pas compte qu'on respire. La nuit, on se rend pas compte qu'on respire. Mais quand on tombe à l'effort ou quand on joue d'un instrument de musique, c'est là qu'il faut prendre conscience de sa respiration, des muscles respiratoires. C'est lié aussi aux émotions. Quand on devient stressé, on respire plus rapidement. Quand on pleure, la respiration est plus difficile. Donc, c'est quelque chose qui nous accompagne dans le quotidien, puis qui est vécu différemment entre chaque personne. Puis effectivement, moi, j'ai eu souvent des questions pour ça. Puis moi, je me posais la question, on va être capable de faire un épisode là-dessus, mais ça me dit, mais je me suis pas tant posé de questions, moi, pour la respiration, mais je respire. Puis non, finalement, on a trouvé, t'as fait une belle recherche, t'as trouvé beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Puis si on se base justement sur le nombre de gens qui nous ont questionnés sur comment on doit bien respirer en course, ça valait la peine de faire un épisode pour ça. C'est souvent aussi, pendant les coachings, je me suis fait beaucoup poser des questions là-dessus. Puis souvent, les gens vont dire « Ouais, non, je viens bien trop essoufflé. Puis je peux pas courir comme ça parce que je suis trop essoufflé. » Puis pour moi, la première réponse était « Oui, mais c'est normal que tu sois essoufflé. Tu cours, tu sais. » Ou bien il y en a qui disent « Ah, moi, je suis pas en forme. Je suis essoufflé quand je monte une cage d'escalier. » Je suis comme « Mais moi aussi. » Puis c'est pas parce qu'il y a une déficience. Fait qu'on va aborder sur c'est quoi la respiration puis c'est quoi en réalité l'essoufflement. Fait que si, mettons, je te pose la première question, c'est quoi être essoufflé? Moi, quand je me sens essoufflé, c'est que j'ai l'impression que je cours après mon souffle puis j'en suis conscient. C'est là, j'ai comme voyons, je manque d'air, je dirais pas jusque-là, mais c'est j'aimerais ça qu'il en rentre plus. Là, on dirait que j'ai atteint un seuil là, de je suis moins bien, je suis pas à l'aise, puis on dirait que je veux rétablir quelque chose. C'est ça. Ben, tu le dis, tu veux rétablir quelque chose, puis souvent, c'est associé à un sentiment de manque d'air, d'un manque d'oxygène. Mais c'est pas exactement ça. En fait, c'est que l'essoufflement, c'est quand il y a un déséquilibre entre les besoins d'oxygène puis l'élimination du CO2. Donc, le ratio oxygène-CO2 est plus équilibré, ce qui fait qu'on a un sentiment d'être essoufflé. Donc, l'oxygène qui est un des principaux carburants du corps humain, on en a besoin d'un minimum. Puis après ça, tous les déchets qui sont le CO2 vont être expirés par la respiration.
si la ventilation est pas assez grande, on n'est pas capable d'éliminer assez rapidement le CO2. C'est important de savoir que la respiration va se décortiquer en 3 parties. Tu as la ventilation, la partie la plus connue de la respiration, où on inspire puis on expire pour faire pénétrer l'air dans nos poumons. Ensuite, tu as la diffusion, qui est, une fois que l'air est dans les poumons, il va y avoir un transfert des gaz vers le sang par les alvéoles. Donc, l'oxygène va aller dans le sang, puis le CO2 va pouvoir être expiré dans la respiration. Puis finalement, il y a la perfusion qui correspond en fait à la portion cardiovasculaire où le sang oxygéné va se promener dans le corps pour aller oxygéner les muscles et aller chercher le CO2 qui est dans les muscles, les déchets du corps pour l'envoyer dans la circulation, puis ensuite la ramener au poumon puis pouvoir l'expirer dans l'atmosphère. Je l'avais jamais vu décliner comme ça, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis a priori, puis tu sauras me dire, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup de contrôle court terme sur la ventilation, donc la manière dont je respire, j'expire. Mais au niveau de diffusion-perfusion, c'est beaucoup plus sur le long terme si on va avoir une influence là-dessus parce que c'est toutes les habitudes de vie. Exactement. Tu sais, la diffusion, là, c'est vraiment la performance de tes poumons, mais tu peux pas décider diffuse mieux. Tu sais, je peux pas. Fait que c'est plus je vais arrêter de fumer, fait que l'échange gazeux va se faire mieux dans mes poumons. Je vois pas d'autres, mais tu sais, nécessairement la fumée a un impact de ce côté-là. Puis perfusion, j'imagine au niveau nourriture, cholestérol, etc., pour être sûr que ton système sanguin est le plus performant possible. Mais celui lequel on a de l'impact, c'est très, très court terme, il y a juste la ventilation. Ce qui me vient pour la perfusion, ça va être, par exemple, le pH. Donc, il y a la capacité, le nombre de molécules qui peut transporter de l'oxygène dans le sang peut être augmenté. Mm-hmm. Fait que c'est là-dessus qu'il va y avoir des athlètes qui vont venir jouer, là. Donc, il va y avoir plus d'oxygène qui va être possiblement transporté dans le corps. Faut qu'il y en ait suffisamment qui entre dans les poumons. Ça, tu as raison. C'est facile. Tu prends une grande puff, il y a beaucoup d'air qui rentre, beaucoup d'oxygène. Mais après ça, justement, le transfert au niveau des alvéoles, ça aussi, ça peut s'améliorer. Puis il y a aussi une efficacité musculo-squelettique. Si tu utilises comme il faut ton diaphragme pour respirer, contrairement à quelqu'un qui va prendre les muscles accessoires de la respiration, puis aussi à l'entraînement, à force d'être essoufflé, à force de t'entraîner, tu vas renforcer, tu vas avoir des muscles beaucoup plus endurants, qui va faire que tu vas être moins raqué, tu vas moins avoir de points, donc tu vas être plus efficace dans ta respiration. Tu as dit, tu prends une grande puff, mais même tantôt, tu as dit, c'est le débalancement entre O2 et CO2, fait que c'est même de sortir des bonnes puffs aussi, là. Fait que c'est pas juste de bien inspirer, mais de savoir bien expirer qui va être important. Effectivement. C'est là où je m'en allais. En fait, souvent, je n'en ai parlé un petit peu, la respiration, c'est quelque chose qui est automatique. On n'a pas à réfléchir quand on respire, sauf, par exemple, quand on parle, quand on chante, si on veut retenir notre souffle, on exerce un certain contrôle. Là où on n'a pas de contrôle, ça va se faire de façon naturelle, c'est quand les capteurs, au niveau du cerveau, au niveau de l'aorte, au niveau des carotides, qui régulent la respiration, qui se rendent compte que les niveaux d'oxygène puis de CO2 sont pas optimaux. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un signal qui est envoyé au cerveau, puis il va y avoir une augmentation de la fréquence respiratoire. Sauf que le principal stimulus, ça sera pas un manque d'oxygène, ça va être une augmentation du CO2. Il y a trop de déchets dans le corps, la respiration va augmenter pour faire sortir ces déchets-là puis rétablir les taux oxygène CO2. Je suis surpris, par exemple, d'apprendre ça. Je ne savais pas que c'était vraiment le CO2 qui était le déclencheur là, de « Hey, wow, il faut que ça sorte. » là. Effectivement. À l'inverse, quand il y a une diminution au niveau du dioxyde de carbone, il va y avoir une diminution du rythme respiratoire de façon automatique. Tu parles des systèmes automatiques puis volontaires, puis juste faire la distinction, un système automatique dans le corps, c'est toute la digestion, le péristaltisme des intestins. Il y a aussi des muscles qui sont impliqués là-dedans, mais c'est tous des muscles qui sont justement automatiques, et puis c'est des mouvements qui sont involontaires. C'est pas je m'assois et je digère. Tu peux pas digérer mieux ou te concentrer à digérer. Ça se fait tout seul dans ton corps. À l'inverse, si je veux prendre quelque chose, ben là, c'est un système complètement volontaire. C'est je vais contrôler mes muscles pour bouger mon bras, ma main, mon épaule, faire l'appréhension de l'objet, le prendre dans mes mains. Ça peut pas se faire tout seul. Moi, ce que je trouve cool de découvrir là, c'est qu'au niveau de la respiration, les deux existent.
Il y a un système automatique juste pour vivre. Tu n'as pas besoin de penser à respirer. Oui. Tu respires. Ça se produit comme ça. Puis il y a même un bout, justement, à cause du débalancement O2, CO2, que ça peut se modifier, se moduler, etc. Mais je peux quand même volontairement respirer. Tu l'as nommé j'avais pas pensé, mais pour jouer de la musique, ça prend un solide contrôle respiratoire, pour tous les instruments avant. Puis là, c'est ça, on a du contrôle sur la respiration, mais tu fais ça en même temps que tu respires pour vivre, là. Tu te sers de l'air pour faire quelque chose, ou souffler un ballon, par exemple. Mais il faut quand même t'en garder. Il y a une portion respiration pour vivre qui existe encore en parallèle. C'est intéressant. Ouais. Fait que ça, c'est un des premiers éléments où souvent, c'est ça, on a l'impression de manquer d'air, d'être essoufflé, puis on se dit, je manque d'air, je manque d'oxygène. Mais non, souvent, c'est l'inverse. En fait, c'est ça. C'est une augmentation du CO2. Donc, premier élément, l'idée, quand on commence à être essoufflé, si on veut rétablir la respiration parce qu'on a l'impression qu'on ventile trop, qu'on est trop essoufflé, ça va être d'expirer plus longtemps, plus consciemment pour essayer d'éliminer le plus possible les déchets. À la course, on va pas rétablir la respiration complètement parce qu'on est toujours en train de produire beaucoup de déchets. Donc, on veut quand même avoir une certaine ventilation, mais on veut pas tomber en hyperventilation. De l'autre côté, l'oxygène, on dit, OK, on respire, mais à quoi ça sert l'oxygène quand on fait du sport? C'est que l'oxygène est nécessaire à produire l'énergie pour les muscles. Oui, quand on parle d'aérobie puis d'anaérobie, l'anaérobie va être capable de produire de l'énergie sans oxygène. L'anaérobie, mais c'est quelques secondes. Là. Tu peux pas vivre en anaérobie. Tu as besoin, c'est des infimes parties d'énergie qui peuvent se créer comme ça. C'est vraiment pour, on va dire, de la fuite. Faut que je bouge vite. C'est ça qui se produit. Quand on a un effort qui est un peu plus soutenu, l'oxygène est nécessaire pour créer de l'énergie au niveau du muscle. J'ai parlé un peu de la respiration au repos versus à l'effort. Donc, c'est un processus qui est passif quand on est au repos. Quand on est à l'effort, là, il va y avoir d'autres muscles qui vont être impliqués, les muscles des abdominaux, par exemple, qui vont venir augmenter le niveau d'expiration pour expulser l'air des poumons. Tu as parlé tantôt du diaphragme puis des abdos, ce serait vraiment les muscles qui sont impliqués pour inspirer, expirer. Entre autres. OK, est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a des muscles accessoires à la respiration qui sont plus au niveau de la cage thoracique, un peu plus haut, puis même qui montent jusque dans le cou. Quand on a un entraînement où on va être très, très, très essoufflé, où on va l'avoir prolongé, c'est pas rare d'avoir des points au niveau des côtes ou proche de la clavicule, ou de se sentir raqué le lendemain, ou d'avoir des tensions au niveau du cou, puis que ça pourrait déclencher des maux de tête, par exemple. Donc, quand quelqu'un dit « Moi, je suis pas en forme, je suis essoufflé quand je monte les escaliers », oui, ça se peut que la sédentarité, ça fait 10 ans que tu es sédentaire, ça se peut que ça ait affecté ta capacité respiratoire, mais c'est plus un effet sur le système. Donc, c'est pas juste la respiration qui est affectée. Oui, il peut y avoir un affaiblissement au niveau des muscles, la respiration, là, mais ça va être plus généralisé au niveau du cœur, au niveau justement des échanges gazeux qui sont moins efficaces, les muscles qui sont moins irrigués, qui ont moins de petits vaisseaux sanguins parce qu'ils ne sont pas sollicités. Tu sais, le corps, c'est une machine qui est un peu lâche. Si tu n'en demandes pas, il ne va pas entretenir des cellules qui sont inutiles parce qu'ils ne sont jamais utilisés. Fait que ça va... Ces cellules-là vont juste comme se dégénérer, puis le corps va prendre le strict minimum pour ce qui va lui être demandé. C'est pour ça que ça demande un effort pour progresser, parce qu'il faut créer des nouvelles cellules. Il faut lui demander de créer des nouvelles cellules. Mais au niveau respiratoire, à part des grandes maladies chroniques, la sédentarité, c'est pas à ce niveau-là là, que ça va se jeter. Ça me fait penser à deux choses. Quand j'ai fait mon cours justement de coaching, on nous avait présenté des coupes musculaires de des gens déconditionnés puis quelqu'un de très en forme. Puis c'était fascinant de voir le nombre de capillaires puis de vaisseaux sanguins qui se créaient chez quelqu'un qui était plus en forme. Fait que les muscles étaient vraiment plus irrigués parce que, fait que tu sais, il y a vraiment des structures qui changent, qui se développent là, pour favoriser la... Si tu en demandes à ton corps, c'est ça, il s'adapte, puis il pousse, puis il va t'en donner. Là. À moins que tu aies jusqu'à un point de rupture. Fait que c'est tout là le but, là, de respecter tes capacités, mais de pousser puis d'y aller en performance. Je trouvais ça vraiment, vraiment impressionnant de voir la différence de quelqu'un qui bouge puis qui bouge pas là, au niveau physique, là, carrément. Là. Mais j'aime ça l'image que tu amènes parce que justement, quelqu'un comme ça va avoir développé beaucoup de capillaires, donc les muscles sont mieux oxygénés parce que le sang peut plus se rendre. Donc, si on recule au début, je respire, j'ai de l'oxygène
qui est rentré dans mes poumons, qui va avoir été transféré au niveau de mon sang. Mon sang va avoir été capable de l'amener à mes muscles, beaucoup, parce qu'il y a plein de petits capillaires. Donc, cette personne-là ne doit pas avoir tant que ça d'effet à monter une cage d'escalier, va être peu essoufflée parce que c'est facile d'amener l'oxygène aux muscles. Ouais. À l'inverse, quelqu'un justement qui est sédentaire et qui n'a pas beaucoup de ces petits capillaires-là, le sang va circuler, mais c'est comme dire, il y a juste une autoroute, il y a les artères principales, mais il n'y a pas plein de petits chemins, ou mettons un fleuve, puis avec plein de petits ruisseaux. Il y a moins de sang qui peut se rendre au muscle. Donc, le muscle manque d'oxygène. Puis il y a des déchets aussi qui ne peuvent pas être bien éliminés, là, évidemment, parce qu'il y a un effort qui a été fait de monter les escaliers. Il y a le signal qui s'envoie au cerveau, c'est « Hey, il y a trop de CO2, il n'y a pas assez d'oxygène, il faut que tu sois essoufflé, donc tu vas être essoufflé. » C'est fou parce que le problème, c'est pas du tout au niveau respiratoire. La fonction respiratoire va très bien. Justement, le signal t'a été envoyé, t'as été essoufflé, t'as amené plus d'oxygène. Super, t'as réussi à monter en haut, t'as pas perdu connaissance, puis t'es capable de continuer ta vie. Ouais. Mais la façon de ressentir toutes ces petites problématiques-là de la sédentarité, c'est au niveau où ce que je parlais, où ce que c'est très intime, c'est au niveau de la respiration. C'est là que tu sens si tu te sens en forme ou si tu te sens pas en forme. Tu es essoufflé à rien. Les gens le nomment, les gens sont pas en forme, ils disent « Ah, ben moi, je suis essoufflé à rien, j'ai de la misère à aller prendre une marche. Ah, je suis trop essoufflé quand je joue avec mes enfants. » C'est là qu'on va ressentir tout le mal-être associé à un déconditionnement qui est pas la respiration. Puis ça prend pas grand-chose non plus. Pas besoin justement de courir un marathon là, pour éviter justement ces effets-là ou créer des adaptations puis avoir un meilleur système cardiovasculaire, respiratoire. C'est juste le fameux, là, c'est 150 minutes d'effort par semaine qui pour les adultes canadiens, qui je pense que c'est même un minimum, là. Mais juste de bouger, marcher, faire quelque chose, choisir les marches au lieu de prendre l'ascenseur. Fait que c'est pas de faire 60 étages le samedi matin, mais à chaque fois que tu es au travail puis que tu vas voir quelqu'un ou tu vas dans un rendez-vous, dans un hôpital, un building, quelque chose, tu choisis les marches. Fait que ce petit essoufflement-là qui est pas si difficile, puis tu vas t'en remettre vite, là, tu n'arriveras pas tout trempe à ton rendez-vous, mais va créer des adaptations puis va justement améliorer tout ton système. Puis c'est pas obligé d'être super intense, là, comme tu dis, c'est pas obligé d'être à la course, puis ça peut être seulement aller marcher, d'aller stationner sa voiture un peu plus loin pour pouvoir marcher pour te rendre à ton rendez-vous. Tu vas avoir bien moins de trouble à te trouver un parking. On l'a-tu, ça culte de ça me prend un parking proche, puis verrer pendant une demi-heure pour trouver un parking à côté, tu sais. Ouais. Marche 3 minutes, tu vas arriver 27 minutes plus vite, tu sais. C'est ça. Effectivement. Ah oui, puis tu sais, avant de tomber à 150 minutes d'activité physique par semaine, ça peut être 10 minutes par jour. Il y a des études qui ont démontré qu'une marche de 10 minutes peut réduire la tension artérielle de plusieurs millimètres de mercure pendant 24 heures. Donc, une marche par jour peut être suffisante à diminuer les maladies cardiovasculaires qui se ressentent, comme on a dit, à la respiration. Puis comme j'aime ça ce que tu dis, il faut défaire ce mythe-là aussi. Mais là, je ne vais pas aller marcher juste 10 minutes, tu sais. Il faudrait que j'aille marcher 1 heure. Non, vas-y 10 minutes. Ouais. 10 minutes chaque jour, c'est beaucoup mieux que jamais ou juste une fois par semaine. Mais c'est le piège de tout le monde. Ben oui. Tout le monde va faire 1 heure, 2 fois, 3 fois. Après la 3e journée, c'est plus faisable de marcher, mal aux pieds, mal aux jambes, des crampes aux mollets. La personne arrête. Oh ouais, c'est ça. Ben ouais. C'est dur de rentrer 5 heures d'activité physique dans une semaine là, si t'as pas fait un trou pour ça. 10 minutes, ça se rend bien pesant. Facile. Entre 2 rendez-vous. Ouais, c'est ça. On en vient avec la respiration puis l'activité physique. Donc, c'est normal de se sentir essoufflé quand on fait de la course à pied, quand on fait un effort, du fait que je contracte mes muscles, ça crée un besoin en oxygène, ça crée des déchets qu'il faut éliminer. Qu'est-ce qui se passe? Le signal s'en va au cerveau. La ventilation augmente. Par contre, c'est vrai que l'exercice régulier va améliorer la capacité cardiovasculaire puis le sentiment de la capacité respiratoire parce que tes muscles ils vont devenir plus efficaces. Tu en as parlé, il va y avoir plus de vaisseaux sanguins. Ils vont devenir plus efficaces à utiliser l'oxygène. Donc, pour une pulsation cardiaque, il va y avoir peut-être un peu plus d'oxygène qui va être envoyé vers tes muscles, mais tes muscles vont être capables de mieux fonctionner avec une moindre quantité. Donc, tu vas être plus efficace. Puis, aussi, en étant plus efficace, il va y avoir une moins grande production de CO2. Donc, par le fait même, on va réduire la ventilation. C'est ça, ce qui fait que tu l'as nommé tantôt, puis là, tu vois, je l'image encore mieux, là.
C'est que tu pars du muscle puis tu remontes jusqu'à la ventilation. C'est comme si c'était comme un effet secondaire d'une limitation vraiment plus loin qui fait que tu es obligé de ventiler plus. Mais si ton muscle est super efficace, consomme moins d'énergie, il est mieux irrigué, c'est facile, il n'y a pas de restriction pour l'amener l'oxygène jusqu'à lui, mais tu sais, la respiration va slacker, là, ça va être OK, c'est beau, j'y arrive, là, mon système est en équilibre, même si je suis à l'effort. Là. Donc, on a parlé de l'efficacité du muscle, mais le cœur aussi, qui est un muscle qui va s'améliorer avec l'entraînement. Donc, le muscle va être plus efficace. Pour chaque contraction, il va propulser plus de sang au niveau du corps. Donc, il va y avoir plus d'oxygène, puis il va être capable de libérer plus de CO2. Puis, il y a aussi la circulation sanguine qui va être plus efficace. Une problématique au niveau des vaisseaux sanguins, l'athérosclérose, qui fait en sorte que ça crée une rigidité au niveau des vaisseaux sanguins. La tension artérielle va être plus élevée. On est moins efficace. Les tuyaux sont pas efficaces pour amener le sang au muscle, on va dire ça comme ça. L'activité physique permet de réduire ça. Le fait d'être physiquement actif seulement 10 minutes, ça va venir réduire justement la rigidité des vaisseaux sanguins. La pression artérielle va diminuer, puis le sang va circuler beaucoup plus facilement dans le corps humain. Ce qui m'amène à parler de... L'échauffement. Pourquoi l'échauffement? Mettons, là. Qu'on fait pas, là, jamais, tout le Pas monde, vrai, là. pas vrai. Non, c'est pas vrai. Pas vrai. Moi, j'en fais. Total. Oh, t'es un modèle. Oh, oui, je t'admire là-dessus. Mais, tu sais, si je le fais, c'est pas juste parce que je sais qu'il faut le faire, c'est que je file tellement pas bien dans ma course que là, je le fais, là. Je file tellement mieux. Fait que, je m'échauffe. Mais pourquoi ça fait ça, l'échauffement? C'est pareil comme partir ton char en hiver, là. Il fait frais, tu pars le char. C'est sûr que tout veut débâtir, tu sais. Même chose, là. L'huile est froide dans ton auto. Toutes les composantes, les tuyaux sont froids, le métal du moteur, tout est raide, tout est pas prêt. Tandis que si tu le fais préchauffer avant de partir avec, avant de lui donner du gaz, puis dire du gaz, là, ça marche plus mon exemple avec l'électrique. Oui, c'est ça. On va rester au gaz. Fait que tu pèses sur le gaz, tu pars, le char rote puis tout parce que tu l'as pas laissé réchauffer. C'est exactement là, le parallèle est là. C'est laisser l'huile réchauffer, tout ça. Fait que c'est la même chose. Si tu pars en fou, ton cœur, il est pas prêt. Il dit, bon, t'as peu, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je batte de... Là, j'étais à 60, puis là, faut que je batte à 140. Là, qu'est-ce qui se passe? Tous tes vaisseaux sanguins sont encore en un mode, je vais dire, de veille, là, je fais juste veille, je fais mes activités. Ils sont pas préparés à l'activité physique, puis tu demandes l'effort intense ici, maintenant. C'est ça. J'ai un char fret, je pars, je demande un 0-100, là. C'est sûr que ça va pas bien, là. Fait que d'y aller de façon plus graduelle, c'est un peu du « Hey, allô, on va partir, on va faire quelque chose, là. Je vais te faire bouger un peu. Ah, OK, t'as catché, c'est beau, parfait, je vais t'en donner encore un peu. Good, OK, on va reprendre une petite pause. T'es prêt, là? Ouais, OK, c'est bon, on est prêt, on part. » Puis, c'est tout, il y a plein d'adaptations qui se font dans le corps, que ce soit l'élévation du rythme cardiaque, la vasodilatation, il y a plein de choses comme ça qui vont faciliter après ça d'être à l'effort. Puis je voulais y aller, mettons, un peu plus concrètement par rapport à tout ce qu'on a parlé depuis le début. Tu sais, si je pars de assis sur mon divan à je cours, j'active mes muscles, je fais un effort. Comme j'ai dit, ce que ça fait, c'est que ça vient créer des déchets. Mm-hmm. Là, il y a beaucoup de déchets, mais ma circulation est pas prête à éliminer tous ces déchets-là. Mes vaisseaux sanguins sont pas dilatés. Oui, mon cœur pompe, mais c'est comme si tu rouvres le robinet dans le tapis, mais c'est une paille qui est au bout du robinet. Je veux dire, quand même tu manqueras la pression, l'eau va pas sortir plus vite par la paille. Donc, le sang fait ce qu'il peut pour prendre du CO2 pour aller l'expirer. Fait qu'est-ce qui se passe? On devient super essoufflé. Le signal est dans le piton au cerveau, c'est comme respire, il y a des déchets, respire. Faut que ça sorte. Mais tu peux pas parce qu'il y a quelque part que ça bloque. Ça va être dans la circulation sanguine. La capacité respiratoire va fonctionner, tu vas devenir très essoufflé, mais ça va pas améliorer la vasodilatation puis la circulation de ton sang pour venir éliminer le CO2. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait un échauffement? On part à la marche, on commence les contractions musculaires, il y a des déchets qui commencent à se créer, mais la circulation sanguine est adaptée quand même à éliminer ce CO2-là. Il va y avoir un léger essoufflement, mais on est capable de maintenir un certain équilibre si on maintient cette respiration-là. L'objectif n'est pas d'arrêter d'être essoufflé pendant l'échauffement, ou c'est pas de dire c'est ça, faut pas que j'arrête d'être essoufflé parce que tu demandes un effort. La production de déchets va être continue, donc il va falloir que tu continues de respirer parce que le corps en a besoin.
ça sera pas possible de pas être essoufflé. Donc, qu'est-ce qui se passe après une dizaine de minutes d'échauffement? Tu l'as dit, les vaisseaux sanguins vont se dilater, la circulation sanguine va se faire mieux. Fait que là, ça va demander un effort moindre pour le cœur. Le cœur, à chaque fois qu'il va pomper, il va y avoir plus de sang qui va pouvoir circuler. Donc, il y a une efficacité à ce niveau-là. Tous les petits vaisseaux sanguins au niveau des muscles aussi sont dilatés, donc sont plus capables de laisser circuler le sang. Le CO2 va venir dans le sang, on va venir l'expulser. L'essoufflement va être moindre parce que chaque fois que ton sang fait un tour, il y a plus de CO2 qui va être expulsé. Ensuite de ça, une fois que ta machine est partie, tu peux partir pour ton vrai entraînement puis avoir des contractions cardiaques qui vont être efficaces puis un sentiment d'être moins essoufflé. Si tu pars, tu sais, mettons que tu fais ton échauffement à 50%, puis tu te trouvais déjà un peu essoufflé, puis pas efficace, imagine si tu pars la machine à 80, puis 90%, puis 100%, avec un système qui est même pas capable de le faire circuler le sang. Ton cœur est pas efficace, la circulation est pas efficace, la diffusion au niveau des échanges gazeux est pas efficace. C'est sûr que imagine les signaux qui sont envoyés au cerveau, c'est danger, 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 le CO2 est élevé. Ça fonctionne pas. Tu peux pas être performant non plus. Parce qu'à un moment donné, si tu n'arrives pas à suffisamment éliminer le CO2, ton cerveau va dire, c'est assez, là, t'arrêtes. Puis c'est pour ça qu'on marche, pour ça qu'on réduit la cadence, puis on fait comme, mais non, pourquoi je suis pas capable? Hier, je courais à telle pace, puis ouais, mais ça faisait 45 minutes que tu courais. Là, tu viens de partir, puis tu penses partir au même pace que ça faisait 45 minutes, que ton cœur était prêt, puis tous tes vaisseaux sanguins, tu sais. Fait que c'est ça qui se passe un peu, puis c'est pour ça que c'est important de s'échauffer. C'est pas nécessairement dommageable, mais si tu vas être bien plus efficace, bien plus confortable. C'est ça, t'as bien plus de fun, justement, là. C'est clair. Puis si, justement, le point, c'est d'être moins essoufflé, part avec un échauffement, tu vas être beaucoup moins essoufflé pendant ton entraînement ou ta course. Oh oui, c'est fascinant. Je le sais, je suis pas très assidu sur les échauffements. Généralement, tu sais, je pars tranquillement. Je pars pas en fou, mais quand même, je fais pas des très beaux échauffements comme toi, tu peux faire structuré. Mais quand j'ai un événement qui compte, et là, je le fais. Puis pour vrai, je suis niaiseux parce que je vois tellement la différence, là. C'est fou, là, à quel point, au lieu de me battre avec un cœur très haut, puis c'est difficile de reprendre le dessus, on dirait que ton corps, si tu le pars trop rough, trop, tu lui donnes pas le bon échauffement, la bonne préparation, on dirait qu'il n'arrive pas à reprendre le dessus. C'est très, très, très difficile si tu n'arrêtes pas, puis tu marches pas, puis tu lui donnes pas une petite pause. Fait que d'où l'idée, justement, de faire l'échauffement, prendre un petit temps de repos, de marche, puis après ça, tu repars. Et là, c'est tellement magique ce que ça fait, là. Moi, les fois où j'ai fait des super protocoles d'échauffement, d'aller courir 1 à 2 kilomètres même avant ma course, là, tranquillement, faire tout. Mais écoute, je pars full speed à ma course sur un départ, le couteau entre les dents, puis mon cœur répond bien, tout mon système est cardiovasculaire est prêt, répond bien. Je tombe pas suressoufflé, mon cœur monte pas si haut que ça. Je tombe à un niveau beaucoup plus bas qu'à l'habitude si j'avais pas fait d'échauffement. Puis je me sens performant, ça va bien, là, je flotte. Là. Fait que ça prend beaucoup plus de temps aussi avant que la fatigue s'installe, puis que le cœur commence à monter, puis que là, ça soit plus difficile. Oui, puis là, à ce niveau-là, c'est rendu les systèmes énergétiques, c'est de la fatigue musculaire, la fatigue mentale, mais au minimum, tu as pu utiliser de façon optimale ton corps. Ben oui. Pour te rendre jusque-là, puis plus longtemps. C'est important de la faire, cette pause-là, puis souvent, je la recommande, puis les gens ne vont pas nécessairement prendre le temps de le faire, parce que ça semble contre-productif. Tu dis, ben là, mon corps est prêt, ma fréquence cardiaque est élevée, je t'ai soufflé, mes muscles sont chauds, je devrais partir maintenant. Non. Si on se rappelle, quand on est essoufflé, c'est pour rétablir l'équilibre au niveau du CO2 puis de l'oxygène. Quand on part à l'échauffement, il y a une accumulation de déchets qui se fait. C'est pour ça qu'on devient très essoufflé parce que le corps n'est pas capable de les éliminer efficacement. Quand on a fait de l'échauffement, là, le corps est prêt, sauf qu'il y a cette accumulation-là qu'il faut se départir. Donc, on tombe pas plus essoufflé du moment qu'on arrête de s'échauffer. On continue d'être essoufflé. Fait que justement, la ventilation continue d'éliminer le CO2 qui va avoir été accumulé. La respiration va se stabiliser, l'équilibre va être revenu. Mais là, le corps continue d'être prêt. Là, c'est pas en dedans de 30 secondes, du moment qu'on arrête de bouger. Bon, les vaisseaux sanguins sont plus dilatés, le cœur est plus prêt à propulser le sang. Non, ça perdure dans le temps. Ça peut durer jusqu'à 20-30 minutes, cette préparation-là. Fait le fait de ne plus être essoufflé, d'avoir rétabli les niveaux d'oxygène, CO2, fait qu'on part avec un corps prêt
puis neuf, avec aucune dette en oxygène. Qu'on part, on va être beaucoup moins essoufflé, puis on va être capable de maintenir l'équilibre de façon plus efficace. Donc, c'est pour ça qu'on est moins essoufflé une fois qu'on s'est échauffé, puis qu'on a bien récupéré. Fait que là, mettons, l'échauffement est fait. J'ai une course de 45 minutes, mon corps est prêt, le cœur fonctionne, les vaisseaux sanguins sont dilatés, mais on demeure essoufflé quand même. On s'en sort pas, on peut pas ne plus être essoufflé parce que au fur et à mesure qu'on progresse dans notre course, on continue de produire des déchets, je l'ai dit, puis on a une demande en oxygène qui est assez grande. Donc, on va avoir besoin de cette ventilation-là. Un pas à faire dans cette direction-là, puis tu sais, c'est surtout les débutants, ceux qui sont habitués de courir, on y pense plus ou moins, même que des fois, on se dit, voyons, mais ça, je suis pas essoufflé, puis là, tu t'arrêtes, tu marches, tu fais, OK, finalement, je t'ai essoufflé, c'est juste que on a appris à respirer. Donc, avec tout ce qu'on vient de parler, le fonctionnement, le rôle de la respiration, on en arrive au truc sur comment respirer. Sauf que juste avant, tu sais, une fois qu'on a fait l'échauffement, puis qu'on est rendu à faire notre course, faut prendre pour acquis qu'on va être essoufflé. C'est sûr qu'il y a des niveaux d'essoufflement, mais il n'y a pas de course qui se fait sans être essoufflé. Même quelqu'un qui n'a pas l'air d'être essoufflé va arrêter de courir, là, puis il va y avoir un essoufflement en parlant. Moi, ça m'est arrivé souvent, justement, de faire des courses, puis de me rendre compte, j'étais avec quelqu'un, je jase, puis je regarde même mon rythme cardiaque qui est plutôt élevé. Puis là, si je prends conscience, ouais, je respire vite, je suis essoufflé. Si j'étais conscient de ma condition, je dirais que je suis essoufflé. Mais je suis quand même capable de parler. Il y a une habitude aussi qui s'est créée, d'être à l'aise aussi à ce niveau-là, puis de pas être inquiète parce que je suis essoufflé. Au contraire, c'est parce que tout fonctionne, puis que il y a un bon échange, j'inspire bien, j'expire bien, je sors mes déchets, je donne de l'oxygène à mon corps, puis ça fonctionne bien. Donc déjà d'emblée, si c'est quelqu'un qui commence à courir puis qui est essoufflé, qui aime pas ça, la première chose à se rappeler, c'est pas nécessairement que tu manques d'air ou c'est pas nécessairement que tu manques d'oxygène, c'est qu'il y a un trop-plein de CO2 ou il y a un débalancement au minimum qui envoie un signal à ton cerveau puis qui fait comme t'es essoufflé, faut que tu élimines du CO2. Qu'est-ce qui élimine le CO2? C'est l'expiration. Donc, déjà d'emblée, de prendre conscience de son expiration et ne pas nécessairement vouloir plus d'air qui rentre dans les poumons. Tantôt, on va donner des petits trucs, des petits exercices à faire pendant la course qui va justement aider à devenir conscient de son expiration. Concrètement, quand on court, on l'a dit, les besoins d'oxygène augmentent, les besoins de sortir le CO2 du corps augmentent, mais il y a des moyens d'améliorer, que ce soit au niveau de la ventilation ou de tout le reste. Puis, il y a plein de petites choses qu'on peut être conscient puis changer pour ça. Notamment, ne serait-ce que la posture puis la technique de course. C'est sûr que si on court avec toutes les épaules rentrées en regardant à terre, on n'est pas en train de donner de l'espace à nos poumons pour bien fonctionner. Fait que déjà, la fonction ventilatoire est limitée. Même tous les muscles sont un peu crunchés s'ils ne sont pas à leur plein potentiel. Fait que d'adopter une bonne posture, de regarder la tête un peu plus haute, de regarder à l'horizon, d'avoir les épaules détendues un peu plus vers l'arrière, on vient tout dégager la cage thoracique pour s'aider à mieux respirer. Tout ce qui est au niveau du rythme respiratoire aussi. Ça, on va le décortiquer un petit peu plus précisément, mais juste de chercher son air et d'être tout mêlé, c'est vraiment pas aidant. Fait que ça va être de se trouver un rythme, puis de le tenir, puis d'avoir quelque chose, une séquence qu'on est capable de répéter qui va vraiment, vraiment aider à que ça soit durable. Le risque, quand on veut essayer de contrôler trop sa respiration, c'est que ça devienne complètement désorganisé. Il y en a qui vont respirer, puis je m'amuse souvent, quelqu'un qui est essoufflé, puis je vois qu'il est pas bien, puis qui est capable de soutenir le pace qu'on est en train de courir, mais je vois que dans son non-verbal, la personne n'est pas bien. J'arrête de parler, puis je dis « Je t'entends pas respirer. » Ben oui, il me semble que je trouve que je respire déjà assez fort. Non, je veux t'entendre respirer, puis là, je me mets à respirer. Puis j'exagère ma respiration, la personne devient moins gênée, ose être essoufflée, puis il y a un rythme, justement, comme tu viens de parler, qui s'installe, puis souvent, la personne, après quelques minutes, c'est comme, la personne recommence à parler, puis elle commence à redevenir plus présente dans sa course, puis moins avoir l'air de chercher son air, parce qu'elle veut plus la contrôler. Mm-hmm. C'est nono, hein, qu'on veut cacher ça. Ben, c'est ça. Je vais avoir l'air pas en forme, puis tout, là, je vais essayer que ça paraisse pas trop, mais non.
Il y en a plein qui sont gênés, de C'est faire du bruit en vrai. respirant. Ouais. C'est vrai. Ouais. Fait que déjà, première affaire, on arrête d'être gêné, là. Il y a personne qui l'entend. On l'entend pas, on entend les pieds à terre plus que la respiration. Ouais. Tu me rappelles que un de mes premiers demi que j'ai fait avec mon cousin Pierrick, je le salue, il m'avait dit avant de partir, genre, on va le courir ensemble. Il dit, tu vas voir, je suis bruyant. De quoi tu parles? Ça me dérange pas, là? Je m'attendais à ce que ses pieds fassent du bruit. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, ah, ça va, t'es-tu soufflé, tu sais, t'es-tu correct? Il dit, ouais, je l'avais dit que j'étais bruyant. Il avait vraiment, puis c'était assumé, là. Il respirait fort, puis mais il était bien là-dedans, puis c'était correct. Parce qu'il se retenait pas. Il se laissait aller. Mais c'est ça, j'avais trouvé ça drôle. Bon, on peut en parler, dans le fond, du rythme respiratoire. C'est quoi ton rythme respiratoire? Je te dirai le mien après. Ben, j'étais à un point, moi, je le contrôle pas tant. C'est assez naturel, mais je l'ai compté récemment. Tu m'as demandé de le faire consciemment. Puis parce qu'effectivement, j'étais dans une course, puis j'étais pas bien, j'étais désorganisé. Puis souvent, moi, ça va être plus difficile de respirer quand je vais dire je suis pas à mon pace naturel. Si je pousse trop fort ou que si je suis plus lent. Mais si je vais de façon, disons, vraiment intuitive, naturelle, je vais faire une course, j'ai pas besoin de réfléchir à ma respiration. Ouais. Dans un événement, ben, nécessairement, il va falloir que je le fasse parce que je suis un peu plus vite. Puis si je cours avec des gens qui sont plus vite ou plus lents, ben, je suis appelé un peu plus à y réfléchir parce que sinon, je me désorganise. Puis à être, des fois, je dirais, 1,5 fois plus lent que ce que je cours tout seul, je suis essoufflé. Je suis plus essoufflé. Ben, c'est ça qui est arrivé. Ouais, c'est ça. J'étais pas bien. J'étais comme, voyons, je cherche mon souffle. Puis qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai essayé de respirer, dans le fond, d'inspirer sur 4 pas, expirer sur 4 pas. Ouais. Puis à ce rythme-là, ça marchait bien. À très haute vitesse, pour moi, je sais pas ce que ça donnerait, mais je vais le tester. La prochaine fois que je vais le faire, je vais le compter. Mais à 4-4, ça allait bien. Donc, j'inspire sur 4 pas, puis j'expire sur les 4 pas suivants. Fait que là, justement, je crée pas un débalancement où ce qui entre, j'en sors au moins aussi longtemps. Tu sais, souvent, on entend quand on a un point où on n'est pas bien, mais c'est là où justement, il y a trop de CO2, il y a des déchets. On va dire, tu sais, inspire sur 2, expire sur 3, 4, mais c'est vraiment pour aller rétablir un équilibre. Mais après ça, ça prend justement un équilibre, puis de trouver un gauge là, qui fonctionne bien. Toi, c'est quoi? J'en ai plusieurs, mais avant de dire c'est quoi les miens, en fait, pour les auditeurs, il y en a peut-être qui n'ont jamais entendu parler de rythme respiratoire, puis il y en a qui ont beaucoup de difficultés à comprendre. En fait, c'est on entend nos pas, tu sais, qui font touc, 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 touc. Puis on va dire que t'as dit j'inspire sur 4 pas, j'expire sur 4 pas, fait que pendant 4 pas, on va pas couper la respiration, donc je ferai pas tu sais, on prend une respiration naturelle, mais qui dure pendant 4 pas. Ensuite, je me mets à expirer pour la durée de 4 pas. Autre chose, pas parce que Coach Bill, il fait une inspiration 4-4 que ça va marcher pour la personne à côté, parce que premièrement, on n'a pas nécessairement les mêmes capacités respiratoires, mais deuxièmement, si la personne n'a pas la même cadence que Coach Bill, il court à du 180 et plus de cadence, puis que l'autre à côté, il court à 160, il va inspirer longtemps, puis il va expirer longtemps, ça fonctionnera pas. Mais pour l'équivalent de poumon, peut-être que lui, ça va être du 3-3 ou ça va être du 2-2. Donc, on inspire pendant un nombre de pas, on expire pendant un nombre de pas, puis on peut les explorer. J'avais une participante, elle inspirait 2, elle expirait 4, puis elle restait comme ça, puis elle était confortable là-dedans. C'était comme ça que ça fonctionnait pour elle. Dans mon cas, si je suis, mettons, un pace pour un 5 km ou que je pousse, ça va être du 2-2. Si je suis vraiment petite course, pas de poutre, relax, ça va être plus 3-3 ou 4-3. Je veux dire, non, 3-4. Je vais inspirer 3, expire 4, j'expire égal ou plus. Puis je l'ai déterminé de façon naturelle. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis dit, pendant une course, je respire à comment? Puis j'ai constaté que c'était, mettons, 2-2 ou 4-3. Fait que c'est, oui, on peut le faire volontairement, mais je pense que je suis plus pour le fait de le découvrir naturellement. Puis qu'est-ce qu'on avait fait pendant la course? On courait ensemble, puis ça faisait une couple de fois que tu disais, quand je cours à cette vitesse-là, je suis pas confortable. Mm-hmm. Puis, tu sais, je regardais ta fréquence cardiaque, puis elle était relativement basse, là. Tu sais, tu te tiens 110, 120 BPM, là. C'est ce qui est vraiment bas, mais tu te sens essoufflé. Puis si je me suis questionnée à plusieurs reprises, puis à un moment donné, j'ai fait, c'est sûr que tu focusais pas sur ton tempo de respiration, sur ton rythme respiratoire.
je te voyais comme essayer de calmer ta respiration pour calmer ta fréquence cardiaque, mais ça, c'est la pire chose à faire. C'est un peu comme la personne qui veut pas se faire entendre respirer. Fait que tu diminuais ta respiration, ta ventilation. Fait que là, ce que ton corps il disait, c'était « Hey, il y a ben trop de déchets, il y a trop de CO2. » T'arrivais pas à maintenir l'équilibre. Fait que ce que je t'ai proposé, c'est augmente-le, exagère ta respiration, puis finalement, ça s'est rétabli. Ouais. Une autre chose, des fois, mettons, j'étais une course relativement tranquille, à un pace plutôt lent, puis là, je me ramasse que j'étais essoufflée, ça fonctionne pas bien, je suis pas confortable. Je vais augmenter ma fréquence respiratoire. Donc, normalement, je devrais respirer à du 3-3. Je vais descendre à du 2-2. Ça n'a même pas rapport. Je respire bien trop vite, bien trop fort pour ce que je cours, puisque je suis réellement essoufflée. Mais on dirait qu'il se fait un genre de backwash, là, tu sais, c'est comme j'augmente l'oxygène dans mon corps puis j'élimine du CO2 à côté puis là, il me semble que je me sens mieux. Puis là, je rétablis ma respiration ou je la laisse être naturelle. Fait que je l'exagère pas pendant 15 minutes, là. Ouais. On va se le dire, ça dure à peu près 1 minute. Mais le fait d'augmenter ma respiration fait que tout se rétablit. Quand tu me l'as fait faire, l'exercice, je te disais, j'ai le feeling que je pogne pas mon deuxième souffle. Tu sais, on dit ça, là, tu vas voir part, là, puis tu vas pogner ton deuxième souffle. Mais, tu sais, ce fameux deuxième, il n'y a pas deux souffles. Il y en a un, là, premièrement. Puis c'est ça, c'est une fois que ton corps est préparé, que tout est adapté, que tout ton réseau sanguin s'est dilaté, que ton cœur a augmenté, c'est là, t'as pas de deuxième souffle, ton corps est juste prêt, puis il donne toute sa pleine performance. Mais quand, justement, j'étais à un rythme plus lent, on dirait que tous ces systèmes-là partent pas. Fait que le fait d'exagérer la respiration, le rythme respiratoire, de l'accélérer, ça vient générer ça, puis là, je suis tombé comme vraiment confortable. Fait qu'au lieu de fuir l'essoufflement, des fois, il faut même le générer pour aller chercher un confort. Effectivement. Ah ouais, c'est vraiment à essayer là, dans vos courses, peu importe, à haute intensité, à basse intensité. Faites-vous pas hyperventiler, là, venez pas les doigts engourdis et tout, là. Mais justement, les choses à tester, ça va être de prolonger l'expiration aussi. Fait que si ça fonctionne pas, tu tombes à du 2-2, puis là, tu as envie justement d'avoir les doigts engourdis puis avoir la tête qui tourne, c'est qu'il y a trop d'oxygène. C'est pas mieux. C'est un débalancement encore. Ouais. Tout ce qu'on veut, c'est rétablir l'équilibre. Essayer de prolonger. Fait que inspire 2, expire 4, ça se pourrait que tu te portes mieux tout à coup, par magie. Parce qu'effectivement, naturellement, quand on n'est pas bien, on cherche notre air, on pense qu'on cherche notre air, même s'il faudrait sortir des déchets. Fait qu'on inspire de façon souvent plus active. Là, c'est, je vais chercher de l'air, mais t'en sors presque pas. Puis on la coupe même notre expiration. Fait que de le forcer justement à 2-4, par exemple, pour OK, je vais rétablir, puis après ça, je reviendrai à quelque chose d'équilibré. Quand on sent que ça part, que là, on est ben trop essoufflé pour qu'est-ce qu'on court, une autre façon de le faire, puis c'est un exercice que j'aime faire aux personnes que je coach, c'est de venir exagérer l'expiration pour que l'inspiration se fasse toute seule. Donc ça se pratique au repos. Donc je viens complètement vider mes poumons, mais j'ajoute après la contraction des abdominaux pour vider complètement. Fait que souvent, on va venir se plier par en avant pour vider complètement les poumons, puis les poumons vont se remplir par eux-mêmes. Fait qu'à la course, ça se fait aussi, surtout quand on a un point. Vraiment, on va expirer, contracte les abdominaux, on souffle le plus loin possible. Tu reprends une respiration, tu le fais juste, mettons, 1, 2 ou 3 fois maximum là, pour pas se mettre à se sentir mal. Mais ça peut venir augmenter le bien-être. Comme jouer avec le rythme respiratoire. L'autre question que j'entends tout le temps, est-ce qu'on respire par la bouche ou par le nez? Toi, tu respires par quoi? Et ça dépend. Ça dépend. L'hiver, je vais avoir une tendance à vraiment le faire par le nez, inspirer par le nez, expirer par la bouche, parce que à cause du froid. Vraiment, là, ça a l'air banal, là, mais inspirer à pleine bouche, la bouche toute ouverte, à -20, c'est frais. Ça rend froid, l'air rentre plus froid dans les poumons. Il y en a pour qui même ça peut créer un inconfort parce que les bronchioles vont se refermer. Ça pourrait aller jusqu'à bronchospasme, là, où c'est trop froid, le corps dit « Wow, qu'est-ce que c'est ça? C'est frais, c'est dangereux. » Ça se ferme complètement. C'est rare, là, on s'entend, là. Mais le fait d'inspirer par le nez, avec tout le canal nasal, etc., ça rentre moins direct. Puis 2, ça a le temps de se réchauffer un peu. C'est beaucoup plus tolérable pour les poumons, c'est mieux. Puis d'expirer par la bouche. Donc là, ça c'est plus naturel. Ça donne un balancement plus naturel. On n'inspire pas trop, puis l'expiration est facile par la bouche. L'été, j'y pense pas trop, mais je suis plus bouche-bouche. Ouais, toi?
Moi, je respire par toutes. Toutes les oreilles. Je rouvre tous les trous pour que ça respire le plus d'air qui rentre possible. Non, mais pour vrai, peut-être que je respire par le nez quand je suis pas trop essoufflée, mais j'ai tendance à avoir la bouche semi-ouverte puis inspirer par le nez et la bouche. Je dis salut à mon ami Coco. On était dans un entraînement de demoiselles. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé des demoiselles. Ben oui. On était en équipe ensemble, puis j'étais un peu en avant d'elle. Puis là, on est une équipe, fait que je me retourne pour voir le reste de l'équipe est où. Puis je vois ma Coco qui a les lèvres pincées puis qui est en train d'expirer, tu sais, juste avec le bout des lèvres. Fait que là, je m'installe à côté, puis là, je dis comme, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Fait que là, je respire. Je dis, oui, mais comment veux-tu respirer avec un petit trou? Rouvre la bouche! Fait que là, c'est rendu le gag quand je cours avec Coco. Rouvre la bouche! Puis là, elle me fait un grand sourire, puis elle inspire, elle expire la bouche ouverte. Mais c'est juste pour dire qu'il y en a qui vont avoir tendance justement à contrôler la respiration avec les lèvres pincées, mais tu peux pas bien expirer l'air en ayant juste un petit trou, là. Faut vraiment laisser tout sortir. Donc, on laisse au minimum sortir l'air par la bouche. Puis tu me fais penser, quand on fait de l'effort intense, tu fais de l'intervalle, par exemple, c'est con, là, mais on a comme tendance à bloquer notre respiration parce qu'on force, là. Tout se contracte, tous nos muscles se contractent, fait que là, on serre, on bloque. Hey, c'est un plan, ça, pour tomber à terre, puis manquer justement d'air, d'énergie. Fait que vraiment de se concentrer, surtout quand on est à effort intense, de se concentrer, au moins mettre une petite attention sur le rythme respiratoire, puis de le conserver. Ça va être, pas mal plus confortable, puis beaucoup plus performant. J'ai envie de dire, ceux qui n'ont jamais vraiment travaillé le rythme respiratoire, je le ferais avec la bouche entrouverte, puis de pas chercher à inspirer nécessairement juste par la bouche ou juste par le nez, juste laisser entrer l'air, puis la laisser sortir de façon fluide. Fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir de résistance. On dirait qu'il y en a qu'il faut qu'il y ait la résistance, là, comme la bouche pincée, là, la sentir. Pas besoin. Laisse tout rentrer ça, laisse tout sortir ça. Il va y avoir un équilibre qui va se créer. L'autre chose avec la bouche ouverte, ah ouais, c'est ça, c'était un point avec Coco qui avait... Est-ce qu'il y a eu Coco, hein, j'étale ta condition sur le podcast. Mais, tu sais, il y en a qui ont plus de difficultés avec la chaleur. Moi, ça me va. Tu sais, j'ai quasiment sèche après une course. Puis il y en a d'autres qui sont tout trempes, puis ils ont chaud, puis c'est difficile de courir à la chaleur. La respiration a pour rôle de faire sortir la chaleur. Donc, si tu gardes les lèvres pincées puis tu fais pas bien ta ventilation, il y a une portion de la chaleur qui va rester à l'intérieur de ton corps. Si tu fais le test en courant puis tu mets ta main proche de ta bouche, l'air est chaud. Donc, ça permet de faire sortir la chaleur. Donc, on rouvre la bouche, fait sortir ce qui fait trop chaud dedans. J'ai parlé aussi de l'inspiration par le nez l'hiver, mais l'autre truc pour réchauffer l'air, c'est de mettre un foulard ou un boff juste devant la bouche, le nez. C'est un peu tough au début, surtout quand c'est un peu, on expire beaucoup d'humidité, ça fait une plaque de glace, c'est un peu dégueulasse. Là, si tu le tournes, ça te fait ça dans le cou. Pour vrai, il y a une petite tolérance à avoir et adaptation à travailler avec un boff. Si tu mets des lunettes, généralement, c'est que ça va en plus les faire embuer. Moi, ce que je fais, c'est que je mets une bonne portion du boff, non pas dans le bas de mon cou, mais dans le dessous des lunettes. Je viens faire un petit rouleau là, fait que l'air ne rend pas dans les lunettes, puis ça permet de moins buer. Mais juste le fait d'avoir une couche devant la bouche et le nez fait qu'il y a une petite couche d'air chaud qui se crée là, puis qui permet justement là, que l'échange d'air soit moins froid, puis c'est moins dur pour les poumons. Toi, je sais que c'était pas un boff que tu utilisais, c'était une espèce de masque là, particulier. Oui, c'est ça, puis il est un peu modelé, là. Donc, il vient... Moi, je suis pas capable, là, le boff, ça me rentre dans la bouche, ça m'énerve tellement, fait que je passe mon temps à l'enlever, le monter, le descendre, là. Il y a vraiment quelque chose un peu comme un masque N95. Ah ouais, hein? Ben, en tout cas, ça me fait... je veux juste dire la forme, là, tu sais. OK. Fait que c'est juste que ça... Il y a un vide, là, comme à l'intérieur de ton masque qui permet que ça te rentre pas dans la bouche quand tu respires. OK. Mais ça, c'est pas étanche, je veux dire, ça te permet de respirer quand même bien. Non, c'est ça. Ouais. Il y a des trous Mon exemple est très mauvais, ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment juste une cagoule, mais qui est formée avec la forme d'un nez, là. Fait que ça te rentre pas dans la bouche, puis c'est légèrement rigide, là. Mais pour vrai, je suis justement en train d'essayer d'en trouver un sur Amazon, là, mais n'importe quel fonctionne, autant qu'il était formé, là. Pas tant pour la respiration, moi, ça me dérangerait pas de respirer avec la foi. C'est que j'ai le gel de la face. Fait que il me faut quelque chose dans la face. Mais aussi le truc, là, comme tu as dit, rouler en dessous des lunettes, là, c'était une autre des raisons pourquoi j'ai essayé ça courir avec un boff, parce que ça fait buer les lunettes. Mais avec le petit rouleau, ça permet de faire sortir l'air. C'était vraiment un très bon truc. Une autre chose,
une fois qu'on a travaillé la respiration, on est capable d'avoir un rythme respiratoire, on se rend compte aussi par rapport au mental. En fait, j'ai fait une course dernièrement. Là, je me disais, pourquoi je m'inflige ça? Passer sérieux, là. Passer 10-12 kilomètres, là, je suis comme, tu sais, c'est une belle course, ça, hein? Je pourrais m'en aller chez nous, c'est en bas, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, peu importe, tu sais. Puis là, il se part une spin, là. Puis là, tu te dis, ouais, pourquoi je m'inflige ça? Je pourrais faire juste des 5 kilomètres, ça sera en masse. Ah, mais là, je suis en train de me blesser. Ah non, je serais pas capable de faire ma course. Ah, mais là, puis là, il s'installe une panique, puis ma respiration devient, c'est pas que ça devient complètement désorganisé, mais c'est plus en contrôle. Puis là, ça, c'est un cercle vicieux, l'anxiété va augmenter. Donc, puis j'ai tenté le coup, je me suis dit là, ça marche pas, je suis trop anxieuse, j'ai envie d'arrêter, je vais essayer ma respiration. Je me suis remis à focusser, un peu à méditer sur ma respiration. Ce qui me ramène le plus, c'est mon 2-2. J'inspire rapidement, j'expire rapidement, c'est comme je suis proactive, je suis présente dans ma course, j'ai besoin d'oxygène, il faut que j'élimine le CO2, puis à chaque 2 pas, j'ai une action à poser. C'est pas extrême comme action à poser, mais j'ai quand même ça à focusser. Faut que je compte 2, puis c'est rapidement arrivé. Ça me sort de ma spin. Ça ramène un certain équilibre au niveau de ma respiration. Je vais sortir de cet état-là de panique ou de « Ah, faudrait que j'arrête », puis tu sais, des pensées qui sont démesurées. Encore une fois, puis c'est le côté que je trouve fabuleux de la respiration, l'aspect intime où tu es en relation avec toi-même quand tu cours. La plus belle façon de méditer puis revenir en contact avec ton corps, c'est via la respiration. Oui, c'est ça. Bon point. Pourquoi pas faire les deux en même temps? On dit souvent que la course, c'est un peu méditatif. Puis dans une méditation, généralement, tout part par contrôle de la respiration, même concentration sur la respiration. Fait que faire les deux ensemble, j'avoue que c'est le summum. Je fais une petite parenthèse par rapport à la respiration. Pour les femmes, souvent, on se fait recommander de travailler notre périnée. C'est important d'être capable de faire ces contractions-là du périnée en même temps que la respiration. Donc, si tu as tendance à contracter ton périnée puis arrêter de respirer, c'est plus ou moins efficace ou viable pendant la course à pied. Donc, quand vous faites vos exercices de Kegel, qu'on appelait anciennement, on essaie de le faire pendant qu'on respire. Fin de la parenthèse. Mais tu dis les femmes, mais non, c'est bon pour les hommes aussi, là. C'est peut-être moins criant parce qu'il n'y a pas l'accouchement puis qui vient brasser ces structures-là, mais c'est pas nécessairement vilain. Effectivement. Souvent, c'est négligé, mais les hommes aussi, vous avez un périnée. T'sais, souvent, les hommes vont aller consulter quand ça va être rendu très grave, où il va y avoir de l'incontinence, mettons, fécale. Mm-hmm. Mais savais-tu qu'un petit pet lâché alors que tu ne le voulais pas, c'est considéré comme une forme d'incontinence? Oh, non. Ouais, c'est ça. Fait que, là, je pense que tu viens de perturber beaucoup de monde, là. Ou je suis tout seul dans ma gang, là, mais... Fait que, tu sais, il y a plein de physios où, tu sais, c'est assez simple de trouver des vidéos qui expliquent comment travailler son périnée, là, mais juste quelques exercices à tous les jours peut faire une énorme différence. C'est pas juste rendu au stade des couches, là, qu'il faut commencer à travailler ça. Sinon, comme pour les musiciens qui vont travailler leur diaphragme pour la respiration, c'est une chose qu'on peut travailler aussi. Donc, ceux qui ont tendance à avoir mal au cou, avoir des crampes, comme je disais, là, proche des clavicules, essayer de travailler davantage avec le diaphragme, de faire confiance à son corps. C'est là que c'est le muscle le plus fort pour la respiration. Donc, venir inspirer, on peut mettre la main sur le ventre, une grande inspiration. Le ventre devrait se gonfler avant la cage thoracique, puis venir expirer. C'est pas le moment de le pratiquer à la course. Ça se fait, là. Mais le mieux, c'est de le faire un peu à tous les jours pour apprendre à son système nerveux à utiliser les bons muscles une fois rendu à la course. Créer comme l'habitude naturelle. Mais tu vois, moi, je respirais, je sais pas si on fait tous ça, mais tu sais, quand j'étais jeune, c'était vraiment une respiration thoracique. Quand tu disais, il respire fort, il fallait que la cage thoracique se gonfle. Puis, tu sais, c'était là que ça se passait. Puis c'est justement en apprenant à jouer de la musique où j'ai appris c'était quoi une respiration abdominale. La respiration abdominale est beaucoup plus puissante et beaucoup plus stable et beaucoup plus facile à contrôler parce qu'on a les abdos puis le diaphragme qui sont des muscles qui sont très forts. Fait qu'on est capable là, d'aller chercher en musique, c'est ça, c'est qu'on va aller chercher un son qui est égal, qui est juste, qu'on est capable de soutenir longtemps. Fait qu'avec les abdos, là, on est capable de pousser doucement, graduellement. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrôle. Versus quand on respire thoracique, ben c'est une petite respiration courte plutôt. Là. C'est pas une respiration profonde où on va chercher tous les poumons. À l'inverse, depuis que j'ai commencé à courir, je suis plus capable de chanter ou de tenir mes notes plus longtemps. Ouais, fait que ça travaille dans les deux sens.
ça fait pas mal le tour des exercices ou des conseils qu'on avait à donner sur comment respirer, mais je voulais faire une mini-conclusion, puis on a quand même réfléchi longtemps avant de faire l'épisode sur la respiration parce que c'est difficile de se prononcer sur est-ce qu'on respire par le nez ou par la bouche? Est-ce qu'on respire avec un rythme de 2-2 ou de 4-2? C'est tellement personnel à chacun, puis c'est pas nécessairement gage d'amélioration ou de succès. L'idée, pourquoi c'est important d'amener comment ça fonctionne la respiration, c'est quoi l'essoufflement, c'est quoi le rôle de l'essoufflement, c'est de prendre conscience que c'est présent, que ça va rester présent. Faut apprendre à vivre avec, travailler avec. Faut pas l'écraser puis essayer de l'étouffer. Faut pas essayer de camoufler le son parce que c'est un rôle vital dans la course à pied. C'est pas la respiration elle-même qu'on travaille, c'est tous les autres paramètres. Si tu viens juste de commencer à courir, ça fait 3 semaines que tu cours, tes muscles sont pas rendus pleins de micro-vaisseaux sanguins tout à coup. Ça va prendre des mois, des années avant de se construire, puis ça va toujours continuer de s'améliorer en fonction de ce que tu demandes à tes muscles. Il y a moyen de travailler en intervalle pour essayer de changer le type de fibre musculaire qu'il y a dans tes muscles. Puis ça va se ressentir dans la respiration. Fait que le changement, ça sera pas parce que nécessairement tu cours à un rythme respiratoire de 2-2, ça va être que ton corps est plus efficace, donc tu vas te sentir moins essoufflé pour un pace donné. Ouais. Puis, tu sais, aussi, si tu fais t'as ton plan d'entraînement, au début de ton programme d'entraînement, je sais pas, mettons, tu t'es rendu à courir 2 km en continu, puis tu fais ton 2 km à 7 minutes 30 du kilomètre, tu vas être essoufflé à, je sais pas, mettons, disons 70%. Si 2 mois plus tard, tu fais encore ton 2 km, mais tu es rendu que tu cours à 6 minutes du kilomètre, tu vas être encore essoufflé à 70%. Ouais. Là, tu vas dire, ouais, mais je suis encore autant essoufflé. Peut-être, mais tu cours plus vite. Donc, tu es plus efficace. Si tu retournes à faire ton 2 km à 7,30, peut-être que tu vas être essoufflé à 40%. Il suffit de prendre conscience de ça puis de plus donner le rôle à la respiration, d'être un élément qui dit si tu es en forme ou pas. C'est juste, comme tu as dit, c'est un peu un effet secondaire à ce qui se passe dans le corps, une manifestation extérieure de tout ce qu'on voit pas qui se passe dans ton corps. Tu as totalement raison, il faut tout mettre en contexte. C'est facile de prendre un chiffre, on regarde une affaire, on se dit, oh, je suis encore essoufflé à 70%. Il y a tellement de choses autour. Tu as nommé tout ce qui était dans notre corps, mais il y a tout l'environnemental aussi. Là. C'est l'hiver, il fait super humide, il fait super chaud, il fait super froid, il mouille. Il y a tellement de choses qui vont affecter aussi la qualité de la respiration. Il faut être indulgent dans tout ça. Là. J'ai envie de parler juste un petit 2 minutes comme si j'étais ton coach. Je passe 2 minutes à courir avec toi. Ça fait peu de temps que tu cours. Qu'est-ce qui va se passer? Fait qu'on va commencer à courir. Probablement que je vais dire, on va ralentir un petit peu. On est parti un petit peu trop vite. On va s'échauffer. Je vais prendre le temps de faire augmenter ton rythme cardiaque. On va faire des exercices pour t'essouffler un petit peu. Ensuite, on va réduire le rythme cardiaque, la respiration. On va marcher pour laisser le temps au corps de finaliser, de se préparer, la ventilation de se rétablir les niveaux d'oxygène CO2. Ensuite, on va partir ensemble, on va se mettre à courir. Là, je vais observer, je peux te demander à combien tu es sur 10, tu vas me répondre un chiffre, tu vas me dire, je suis à 5. Moi, je vais te regarder puis je vais dire, moi, j'ai l'impression que tu es plus à 7,5 parce que tu as de la difficulté à parler, tu es très essoufflé. Puis là, tu es à côté de moi, je suis ton coach, là, tu veux pas avoir de l'air essoufflé puis que ça soit difficile, mais moi, je le vois pareil. Fait que là, je vais dire, OK, on va ralentir le rythme parce que ça sert à rien de surcharger le corps puis d'être toujours au top du déséquilibre de CO2 O2. Fait qu'on va réduire ça, on va essayer de diminuer la production de déchets. Donc, la ventilation va nécessairement se rétablir. Ensuite de ça, ce que je vais dire, c'est ouvre la bouche, respire par le nez, respire par tous les trous, fais rentrer de l'air, fais sortir de l'air. 2, panique pas. C'est correct que tu sois essoufflé. Si c'est trop, on va ralentir encore un peu. On peut s'arrêter, marcher un petit peu pour pas tomber dans un état de panique parce que ça peut devenir paniquant d'être trop essoufflé. Ensuite, on va travailler le rythme de respiration. Je vais t'en proposer un. Là, à partir de maintenant, essaie de respirer à inspire 3 pas, expire 3 pas. Ça pourrait être 2. On va faire ça un moment.
Après ça, je vais te dire, je veux t'entendre. Si tu as de la musique, tu es en train de travailler ta respiration, enlève tes écouteurs, puis écoute-toi respirer, puis fais-toi une musique à l'oreille. Si c'est 2-2, ça inspire. Je dis pas de couper la respiration, mais ça le fait tout seul quand on est en train de courir. Fait que prends le temps d'écouter cette respiration-là, puis regarde si ça te correspond, si t'es trop essoufflé, si t'aurais besoin d'expirer plus. Fait qu'essaie de trouver ton rythme respiratoire après avoir essayé celui-là. Puis, ça fait un peu le tour, hein? Je pense que c'est pas mal les choses qu'on... Beau wrap-up. J'ai goût, tu me coaches. Ah ouais, OK. Ah ouais. On fait ça. Tu peux me suivre. Ah ouais. On veut accueillir la ventilation, l'essoufflement. C'est quelque chose qui est normal. Si tu veux pas être essoufflé, cours pas. C'est ça le message, finalement. C'est normal. Arrêtez de courir, gang. On arrête d'être essoufflé. Non, c'est le fun. Apprécier d'être essoufflé. Apprécier l'effet que ça donne parce que c'est l'oxygénation tout au niveau du corps, au niveau du cerveau. Fait qu'on l'exagère, la respiration, et on n'essaie pas de la camoufler. Hey, on a-tu une plug cette semaine, nous autres? Hey, on a une super plug, une course, un événement à Trois-Rivières qui a un double objectif, récolter des fonds pour soutenir les enfants et les adultes en situation de vulnérabilité, puis qui font la promotion, la mise en action auprès des usagers. C'est la maison Coup de pouce à Trois-Rivières. La course s'appelle Pas à pas pour un avenir meilleur. C'est le 17 mai à Trois-Rivières. Ça se passe en matinée à la maison Coup de pouce. On va vous mettre tous les liens dans les notes de l'épisode pour aller vous inscrire. Vraiment, c'est une très, très belle cause. Nous, on va y être. On est même le podcast officiel de cette course-là. Puis, on va être présent. Venez nous rencontrer. Puis, Coach Isa va même, et je vous le dis en primeur, elle va animer l'échauffement des coureurs. Ça va être épique. Ça va être le fun. Puis, il y a aussi une marche pour les personnes qui courent pas. Donc, venez en grand nombre. C'est une belle cause. On ramasse des fonds. Venez participer, venez bouger. Ça va être une super matinée. Venez nous voir. On va être là. Venez nous voir. Venez nous jaser. Puis, pour en faire la promotion, on a aussi 2 entrées gratuites pour la course. On va faire un post qui va être sur les réseaux sociaux pour une période de 48 heures. Donc, on vous invite à taguer une personne, puis on va faire tirer les 2 entrées pour vous et la personne que vous avez taguée. Taguez vos amis en grand nombre, puis après ça, inscrivez-vous, invitez du monde. On veut voir, on va être full là-bas. Sur ça, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne respiration. Bonne course! Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.